Alix Garin, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, vous êtes ici, vous êtes de passage du côté du Festival Québec BD du Salon international du livre de Québec avec votre première bande dessinée, donc Ne m'oublie pas, qui est du côté des éditions Lombard. Une première bande dessinée qui est arrivée un peu, j'ai l'impression que c'est très linéaire comme coup de départ parce que vous aviez remporté le prix, vous aviez participé, en fait, remporté le prix Jeune Talent du Festival de Saint-Malo, qui est des bulles, et il y avait quelqu'un du Lombard qui avait vu les planches, il y a eu un appel pratiquement immédiatement après, donc tout s'est enclenché très, très rapidement. Absolument. C'est vrai qu'à partir d'un moment, les étoiles se sont alignées, mais en fait, il faut savoir qu'avant ça, il y a eu beaucoup d'essais. J'ai toujours eu cette vocation de vouloir faire de la bande dessinée. C'était vraiment un rêve d'enfant. À 6 ans, quand mes parents m'ont abonné au journal de Spirou et que j'ai découvert qu'on pouvait en faire un métier, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et donc, c'était vraiment une certitude. Après mes études secondaires, je me suis inscrite à l'École des Arts Saint-Luc à Liège, donc une école belge qui propose une section qui n'est dédiée qu'à la bande dessinée. J'ai étudié ça pendant 3 ans. Ça a été 3 très belles années. Et c'est sur le conseil de mes profs que j'avais participé au concours Jeunes Talents. Mais autour de tout ça, j'avais régulièrement envoyé des dossiers aux maisons d'édition belges, françaises, avec des propositions d'albums qui avaient bien sûr été déclinées à très juste titre. Je veux dire, ça manquait encore de maturité, autant graphique que de maturité tout court, puisque j'étais très jeune. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu ce concours Jeunes Talents, que j'ai gagné ce prix, ça m'a donné un boost de confiance en moi aussi, qui m'a fait beaucoup de bien. Je me suis déplacée jusqu'au festival, donc ça a été l'opportunité de rencontrer aussi beaucoup de gens, que les gens mettent un visage sur cette fille qui envoyait ses dossiers depuis 3 ans. Et c'est vrai que c'est un peu suite à ces rencontres-là que Ne m'oublie pas a pu voir le jour aux éditions Le Lombard. Oui, puis j'imagine, des fois, c'est un concours de circonstances. On arrive avec le bon momentum, le bon projet et peut-être la maturité suffisante aussi pour pouvoir porter ce projet-là d'un point de vue narratif, d'un point de vue artistique. Absolument, oui, oui. J'aurais pas pu le faire avant, Ne m'oublie pas. Et j'aurais pas pu le faire après non plus. Si c'était à refaire aujourd'hui, je l'écrirais complètement différemment parce que je suis plus la même personne. Ce serait ni mieux ni moins bien, ce serait juste différent. Et j'ai aussi beaucoup d'affection, disons, pour la façon dont je l'ai raconté à ce moment-là. Ça raconte aussi qui j'étais à ce moment T de ma vie. Et ouais, je trouve ça beau que ce soit gravé dans le marbre. C'est gravé dans le marbre et gravé dans le papier aussi, parce que là, ça fait un certain temps, je pense que l'album est sorti autour de 2021. Tout à fait. Donc, l'album a eu le temps de vivre aussi et sa vie s'est poursuivie. C'est toujours plaisant de savoir qu'on a une première impression, après ça une deuxième. Je pense que vous êtes à la 3e. Il n'y en a plus au Québec au moment où on se parle. Donc, c'est plaisant de voir que cet album-là, encore presque 3 ans, bientôt 4 après sa première publication, il suscite toujours beaucoup d'intérêt et justifie, dans le fond, sa place dans les rayons. C'est vrai, et ça m'émeut beaucoup de constater ça. Aujourd'hui, 3 ans et demi après sa sortie, il est régulièrement traduit aussi. Donc, tout doucement, je suis amenée à me déplacer à l'étranger. Aujourd'hui, c'est Québec. Prochainement, je vais au Portugal, bientôt en Chine. Donc, c'est un conte de fées. Pour être honnête, c'est un conte de fées. J'aurais jamais imaginé que ça puisse se passer aussi bien quand, à 21 ans, j'étais là dans ma chambre d'étudiante à gratter les planches et à écrire ce scénario en me disant est-ce que je vais y arriver ? Et le scénario, plongeons peut-être justement un petit peu dans tout ça. On est dans un récit qui est ancré d'une certaine façon dans votre propre expérience, dans votre ressenti. Je pense qu'on va beaucoup parler d'émotions. Dans le fond, comme petite fille, face à votre grand-mère, vous aviez avec elle une relation qui était très forte. Vous l'avez vue décliner face à l'Alzheimer. Et cette émotion-là est venue servir de matière première à la bande dessinée. Exactement. Assister comme ça au déclin de ma grand-mère, ça m'a fort bouleversée. Je pense que c'est très frustrant quand on est un aidant proche d'assister comme ça à la vieillesse des gens qu'on aime, qu'il y ait la maladie d'Alzheimer ou pas finalement. Et c'est un peu de là qu'est née la volonté de fantasmer ce que j'aurais voulu faire avec elle, ce que j'aurais aimé, ce qui n'aurait absolument pas été possible dans la vraie vie. Et c'est là que la fiction est fantastique. Et même si c'est une histoire inventée, je l'ai nourrie un peu de mon état d'esprit d'alors, de la personne que j'étais, des questions que je me posais à la fois autour de la maladie, de ce que représente la mémoire dans l'identité. Ça, c'était vraiment une question qui m'obsédait. Mais aussi plus généralement le passage à l'âge adulte et les relations entre les parents et les enfants. Puisque au-delà de la relation entre Clémence et sa grand-mère, il y a aussi la mère qui est entre les deux et qui a un personnage, même si secondaire, qui est très très important dans la construction du scénario. Et qui a un rôle particulier dans la mesure où habituellement on dirait que c'est la mère qui fait la relation entre la petite fille et la grand-mère, mais dans ce cas-ci, c'est la grand-mère qui est un peu le lien aussi entre Clémence et sa grand-mère. Tout à fait, elle forme un triangle à L3 et
Et ça, pour le coup, c'est vraiment nourri de mon expérience personnelle, où c'est comme ça que j'ai vécu ma relation avec mes grands-parents. Ils ont eu un rôle très très actif dans mon éducation. Et à certains endroits de ma vie, ils comptaient plus que mes parents. Et c'est aussi ça que j'avais envie de raconter. Et ce que j'avais aussi envie de raconter, c'est que quand j'étais adolescente, je pouvais avoir du ressentiment vis-à-vis de mes parents à ce sujet-là. Et qu'en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Et que c'était très important aussi d'apprendre à pardonner ça et à comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Cette prise de conscience a été très importante pour moi dans ma vie, dans ma construction. Et d'où le fait que je voulais absolument le raconter. Oui, puis d'où le fait où, puis je pense que c'est exprimé aussi dans l'album, où il y a toujours un point de bascule dans la relation qu'on entretient avec nos aînés, ou un point de bascule qui est beaucoup rattaché à notre propre expérience aussi, dans le fond, à nous adolescents, à nous jeunes adultes, à nous adultes. Et le point de ballon de l'un à l'autre est pas toujours clair. Mais à un moment donné, on a la lucidité de comprendre qu'on est rendu ailleurs et qu'il y a des événements, qu'il y a des émotions, qu'il y a des choses qui nous ont amenés dans cet ailleurs-là. Tout à fait. Je pense que les transitions, c'est une source d'histoire infinie. Et des transitions, il y en a de toutes sortes, dans plein de domaines de la vie. Là, on parle des grands âges, adolescence, âge adulte, vieillesse. Mais les transitions, elles peuvent être dans plein d'autres domaines. Et ces basculements-là, c'est souvent des moments de grands fracas intérieurs où on est très perdu, où on remet en perspective beaucoup de choses. Et ça, c'est très intéressant pour un artiste. En tout cas, moi, c'est le genre de sujet qui m'habite beaucoup, qui m'inspire beaucoup et sur lequel j'ai envie d'essayer de mettre le doigt au travers de mes scénarios. Et de l'amener, de l'intégrer dans le scénario. Évidemment, je saute probablement un peu du coq à l'âne parce qu'on n'a pas parlé du début, mais parlons du milieu, pourquoi pas. Parce que Clémence, vous lui faites vivre ce personnage-là, ce moment-là à l'intérieur du récit. Je pense qu'il y a un moment sur la rambarde de l'hôtel, elle regarde et on dirait qu'il y a une prise de conscience qui arrive à peu près au milieu du récit et qui change peut-être un peu son regard aussi sur le rôle qu'elle devra avoir sur sa grand-mère avec qui elle est partie et qui change peut-être un peu la teinte de la deuxième moitié, dans le fond, de Ne m'oublie pas. Oui, en effet. Je pense que pour construire un scénario qui soit suffisamment dense pour tenir sur 215 pages, il faut vraiment différentes trames qui se superposent. Donc il y a celle du road trip, vraiment le déplacement physique des deux personnages dans l'espace, qui vont d'un point A à un point B. Et puis il y a toutes ces autres trames plus intérieures des personnages, et en l'occurrence surtout de Clémence, qui est l'héroïne, de elle, qu'est-ce qu'elle va devoir traverser ? Quel va être ce déplacement d'un point A à un point B et en effet, quels vont être les coups de pouce qui vont la pousser en avant, je veux dire. Parce que c'est pas toujours facile aussi de le faire de sa propre volonté. Souvent, on n'a pas trop le choix et c'est ce qui arrive à Clémence, notamment à cet endroit-là. Oui, puis vous la dessinez aussi beaucoup dans un regard, en fait, où on la sent très nostalgique d'une certaine enfance. Il y a des flashbacks, il y a des éléments qui reviennent sporadiquement. Et si on explore un peu Clémence, il y a une volonté peut-être de rester un peu attaché à cette période-là, de pas avoir un lâcher-prise, peut-être teinté par la nostalgie. Et c'est un peu ce qui l'amène à se mettre en mouvement aussi dans ce qu'elle décide de faire avec sa grand-mère au départ. Et c'est ce lâcher-prise-là qu'elle va atteindre progressivement. Donc, c'est des éléments aussi qui nécessairement sont placés à l'intérieur, qui préparent tranquillement à ce moment charnière pour elle, qui va amener à d'autres moments charnières, mais qui fait je sors mon latin, un build-up vers cet instant-là. Oui, et c'est très juste ce que vous soulignez, c'est que Clémence, elle est en fuite. Elle fuit quelque chose qu'elle n'a pas envie d'affronter, auquel elle n'a pas envie de se confronter, qui est cet endroit de la vie où il est temps de prendre des responsabilités, où on ne se sent pas forcément prêt et où on n'a pas trop le choix. Et c'est aussi tout ça qu'elle va apprendre au travers du récit. Finalement, en se mettant dans cette situation de road trip et de fuite avec sa grand-mère, elle va s'apercevoir aussi qu'elle est capable de mener des grands projets à bout de bras. Et par rapport à la nostalgie, j'étais une adolescente extrêmement nostalgique. Je pense que j'avais tellement peur de l'avenir que je préférais me raccrocher au passé. Même si le passé me faisait pas du tout rêver et que j'aurais préféré crever que de revenir en arrière. Mais je sais pas, parfois on avance dans la vie à reculons, je pense. On sait jamais ce qui vient devant. Et donc il faut surtout regarder en arrière. C'est marrant parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins nostalgique qu'à l'époque. Peut-être parce qu'aujourd'hui j'ai appris à avoir confiance en l'avenir. Mon expérience me l'a appris. Enfin, je me rends compte qu'en fait plus le temps passe et plus les choses deviennent... plus je me sens armée pour affronter l'avenir. Et en fait il n'y a rien de tel que de vieillir.
Et dans le cas de Clémence, la mise en mouvement, en fait, je pense qu'on le dit, on tourne un peu autour, mais il y a un moment où, assez rapidement, dans le fond, elle décide de kidnapper sa grand-mère, ni plus ni moins. Et pour le contexte, on revient, on fait 2 pas en arrière. On parlait de la maladie d'Alzheimer, mais la grand-mère de Clémence, elle a Alzheimer. Elle est dans une maison de retraite, si on peut dire, dans une maison de résidence pour personnes âgées. Et elle a fait des feux. On positionne sur le fait que si elle en fait d'autres, c'est fini. Mais il y a une tristesse, des fois aussi, qu'on peut avoir et que Clémence ressent et que vous avez peut-être aussi ressenti, puisqu'on parlait que votre émotion était vraiment à la base de ça, à voir nos aînés, dans le fond, dans des situations comme ça où on a l'impression qu'il y a quelque chose un peu déshumanisant dans une fin de vie qui est faite entre 4 murs, un peu encloisonnée à l'intérieur d'un bâtiment où on a des services qui sont nécessaires parce que nos proches ne peuvent plus nécessairement prendre soin de nous, mais émotivement, ça doit être difficile. Je ne suis pas encore passé par là, mais j'anticipe toujours un peu ce moment-là. Donc, vous êtes passé par là, c'est nécessairement ce qui a teinté le désir de mettre en scène cette fuite-là, dans le fond. Oui, ma grand-mère, mes 2 grands-parents ont été placés en maison de retraite sur les derniers mois/années de leur vie. Parce que, comme vous le dites, on n'avait pas trop le choix. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est pleine d'injonctions contradictoires. Les enfants qui sont adultes n'ont pas le temps, les moyens, l'énergie de s'occuper de leurs parents. La population vieillit terriblement. Cette vieillesse-là entraîne des problématiques médicales qui font appel à des compétences que le commun des mortels n'a pas. Non seulement des compétences, mais aussi des moyens techniques de soutien à la santé. Enfin bref, aujourd'hui, garder ses aînés chez soi, c'est complètement impossible. Mais face à ça, les structures d'accueil sont terriblement déshumanisantes. Il y a des enjeux pécuniers et d'argent très très forts. Ces maisons de retraite se doivent d'être rentables, ce qui est un mot affreux quand il est appliqué aux soins de santé, à la vieillesse, à des gens qui vont y vivre leur jour, leur quotidien. Et des maisons de repos qui coûtent très cher aussi par ailleurs aux familles. Donc en fait, les gens se sentent complètement étranglés et c'est affreux. C'est vraiment affreux. Je suis très en colère face à la façon dont les sociétés occidentales entourent la vieillesse et la fin de vie. Il y a quelque chose de vraiment problématique. Le Covid l'a encore plus souligné. Je veux dire, les problèmes que ça a soulevés sont effarants de manque d'humanité. Et j'avoue qu'à l'époque, donc c'était il y a déjà 4 ans, j'espérais profondément que quand le Covid serait terminé, juste après, on remette un peu tout ça en question et qu'on regarde en face ce que le confinement a provoqué sur les maisons de retraite. Ça n'a pas du tout été le cas, là. Il s'avère que 4 ans plus tard, tout le monde s'en fout. On est tous passés à autre chose. Et c'est très, très grave. J'espère que dans les années à venir, puisqu'on vit dans une société de progrès avec un P majuscule et qu'on en fait la solution à tous nos problèmes, le progrès va nous amener d'autres façons d'encadrer la vieillesse. En tout cas, je le souhaite à chacun d'entre nous, quoi. Et on comprend, parce qu'on parlait tantôt que l'album, visiblement, rejoignait son public. Et je pense que un démarrage comme ça, en fait, le fantasme d'offrir une fin de vie, une aventure, dans le fond, une explosion plutôt qu'un soupir à la fin. C'est un fantasme que plusieurs personnes qui traversent ce moment-là vont partager, vont ressentir. Donc, ça devient, j'imagine, cathartique pour l'autrice, probablement cathartique pour le lecteur aussi de s'imaginer avoir eu la liberté de pouvoir faire quelque chose comme ça. Oui, absolument. En tout cas, ça, c'est un retour que je reçois souvent en dédicace. Parce que ça aussi, c'est génial avec les dédicaces de rencontrer les lecteurs et les lectrices qui souvent, du coup, me parlent de leurs problématiques, me disent « Ah, moi, c'est ma mère, mon père, ma tante, ma grand-mère ». Et au fond, peu importe où on vit dans le monde, que ce soit à Québec, à Bruxelles, à Paris, on vit tous les mêmes émotions. Et on se retrouve tous démunis face à tout ça. Parce qu'en fait, c'est des gens qu'on aime et c'est très, très dur de voir souffrir les gens qu'on aime. Et on est incapable, dans ce genre de cas, je pense, d'avoir les réactions, entre guillemets, les meilleures possibles. On fait ce qu'on peut, quoi. Et à mon avis, c'est ça aussi qui touche les gens dans Ne m'oublie pas, c'est de voir un personnage qui fait ce qu'elle peut, qui font ce qu'elles peuvent, au pluriel, parce que j'inclus à la fois Clémence et sa mère. Et ça fait du bien de montrer aussi la vulnérabilité, les contradictions. C'est des choses qui sont importantes à représenter pour les gens parce que c'est ce qu'on vit tout le temps. Oui, parce que et la mère et la fille ne sont pas en situation de confort par rapport à la situation. C'est simplement qu'ils ont des réactions qui sont différentes.
ils réagissent différemment à l'inconfort. Évidemment, dans le fond, on plonge dans celui de la petite fille, dans celui de Clémence. L'idée, justement, de ce fantasme-là qu'on exprime clairement, c'est que, dans le fond, c'était un peu la racine du projet, où la racine du projet était justement d'aborder la question d'Alzheimer, d'aborder cette question générationnelle-là. Et l'idée du kidnapping, dans le fond, est venue un peu par après. Oui, au départ, c'était vraiment l'intention de raconter les relations intergénérationnelles. Et l'idée du kidnapping est venue après. Le sujet des relations entre les grands-parents et les petits-enfants, c'est quelque chose que j'explorais déjà en tant qu'étudiante, parce que déjà mes grands-parents ont commencé à vieillir très fort, et parce que déjà j'anticipais leur mort avec une grande, grande appréhension, et je vivais douloureusement le fait de les voir ne plus être ceux que j'avais connus, quoi. Donc déjà dans mes travaux d'étudiante, c'était un sujet que j'avais exploré dans des récits plus courts, parfois très très courts de quelques cases. Je dessinais beaucoup ma grand-mère pour essayer de garder des traces d'elle, des croquis, etc. Et puis voilà, c'est un peu de ce magma qu'est née la volonté de me dire ça m'habite. Je ne savais pas l'expliquer autrement. Il fallait que ça sorte de moi. Je voulais parler de tout ça. Je voulais parler d'une grand-mère et sa petite fille. Et puis, alors que je prenais plein de notes dans mes carnets, il y a eu ce eureka de se dire et si elle la kidnappait ? Et c'est vraiment à partir de tout ça, de tout cet avant, de plein d'idées qui ne se formaient pas vraiment, et puis un catalyseur du kidnapping que s'est aggloméré un peu le scénario de Ne m'oublie pas. Et là, ça vous permet de placer la petite fille et sa grand-mère, donc Mamicha et Clémence, en huis clos, au bout du compte, Oui. pour la balance du récit, où, dans le fond, on voit cette relation-là se redéfinir peut-être un peu avec différents rôles, puisque, dans le fond, Alzheimer, c'est une maladie qui est terrible. On perd des souvenirs, on perd le contrôle. Donc, il y a un renversement où celle qui était soutenue, qui était protégée par la grand-mère, devient la protectrice, devient le soutien au bout du compte, puis doit pleinement assumer ce rôle-là. Ça vous permet, j'imagine, ensuite, avec l'aspect road trip, on les place dans différents lieux, dans différents contextes, dans différents endroits. Donc, la route devient la péripétie. Ensuite, j'imagine qu'il faut trouver qu'est-ce qu'on veut leur faire vivre et trouver les bons endroits puis la bonne logique narrative pour que ce vécu-là soit progressif, soit en crescendo vers la finale, qu'on imagine pas nécessairement heureuse, pas nécessairement triste non plus, mais on se doute bien d'où on peut aller avec une thématique comme celle-là. Mais dans le fond, c'est un agencement. Donc, est-ce qu'on passe beaucoup par les moments que vous voulez, le type de moment, le type de dialogue, d'échange, ensuite les lieux, ou est-ce que c'est les lieux qui... Donc, comment ça se construit, dans le fond? Là, je vais parler vraiment exclusivement pour moi, parce que je pense que chaque artiste a sa manière de travailler. Mais moi, je pars des émotions des personnages et de ce qu'on appelle l'arc narratif. Donc Clémence, elle va passer du stade psychologique A au stade psychologique B. Et au cours de ce récit, je voudrais que mon personnage de Clémence, elle ait telle et telle prise de conscience. Je pense que les histoires, les basculements, comme on en parlait un peu plus tôt, c'est toujours une affaire de prise de conscience. Et so what ? Qu'est-ce qu'elle va apprendre ? Et par extension, du coup, qu'est-ce que le lecteur va devoir apprendre ? Et il ne faut pas lui amener ça en lui disant à la fin ah ben voilà, grâce à cette histoire, j'ai compris que blablabla, et mettre des mots dessus, parce que ça, c'est désuet comme manière de raconter des histoires, mais plutôt de le suggérer, de tendre une main vers le lecteur et que lui puisse projeter et fermer le livre en se disant waouh. Et donc, c'est ça qui détermine la structure, de se demander. Au départ, qu'est-ce qui manque à Clémence dans sa vie, dans sa personnalité, dans sa construction psychologique, et qu'est-ce que du coup cette expérience et ces confrontations vont lui apporter. Et alors, une fois qu'on a trouvé ces réponses-là, qui sont vraiment très méta, psychologiques, qui ne sont nulle part nommées dans l'histoire, mais que, en tant que créatrice, moi, c'est très très important que je les identifie très clairement. Ok, pour amener ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire pour que ce soit insufflé ? Et alors là, on place les péripéties, et puis voilà. Et globalement, c'est comme ça. Par ailleurs aussi, je passe beaucoup par une étape où je prends beaucoup de notes avant de commencer à structurer le scénario, avec des idées de dialogue, de scènes, là qui pour le coup était fort nourrie de ma propre expérience avec ma grand-mère, de « Ah tiens, tel jour elle m'a dit ça, ça c'est quand même succulent, quoi, il faudrait le mettre dedans ». Et puis, on mélange tous ces ingrédients. C'est comme des curseurs qu'on déplace et on fait ce qu'on peut. Il y a une V1, V2, V3 du scénario. Dans mon cas, il y a eu 3 versions où chaque fois, j'essayais d'affiner pour que ce soit le plus finement tissé possible et que je me sente satisfaite, surtout avec ce résultat, de se dire « Ah là là, quand on le ferme,
on a l'impression d'avoir appris quelque chose, quoi. Et de l'avoir appris par soi-même, pas qu'on nous l'ait juste livré. Oui, en fait, qu'on ait vécu, pour moi, puis c'est la force, à mon sens, de N'oublie pas, c'est que c'est d'abord et avant tout un parcours émotif. Dans le fond, ensuite, le reste devient simplement des éléments pour le mettre en exergue, pour l'activer, mais c'est d'abord et avant tout le parcours émotif, et ça donne l'impression que même pour vous, la rédaction, ou à tout le moins la préparation de tout ça, a été même un parcours émotif dans l'acte créateur comme tel aussi. Oui, puisque c'est un récit justement fort nourri d'émotions, il a fallu, moi, aller puiser tout au fond de mes émotions et de pas juste se contenter du superficiel, je veux dire. C'est une succession infinie de pourquoi. Pourquoi tu te sens comme ça? Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça dit de toi? Et qu'est-ce qui te manque au fond? Et pourquoi à tel moment tu as réagi comme ça? Et toi, qu'est-ce que tu as appris de cette situation avec ma grand-mère, avec ma mère? Et cet exercice de plonger tout au fond de soi, il est très, très énergivore, mais c'est aussi pour ça que c'est autant cathartique d'être artiste et de raconter des histoires sensibles, puisqu'elles sont nourries de nous. C'est une façon d'exorciser aussi ces émotions. Et puis à travers la fiction, ça permet de garder une saine distance, peut-être un peu par rapport au produit, de s'investir totalement, mais en même temps d'en profiter j'ai l'impression, pour pointer peut-être un peu aussi certains éléments de façon plus particulière, parce que la fiction nous donne la liberté justement d'inventer et d'aller mettre le doigt sur les bons instants, d'aller mettre le doigt sur les bons déclencheurs, disons-le comme ça. Oui, et dans le cas de Ne m'oublie pas, la question de la fiction versus l'autobiographie s'est posée, bien sûr, mais en fait, moi, mon histoire avec ma grand-mère, elle n'est pas si intéressante. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les conclusions que j'en ai tirées, les émotions que j'ai traversées, mais si je le racontais tel quel au cours de mes visites, une fois par semaine à la maison de retraite, on se fait chier. Donc, c'est pour ça, la fiction, elle a ça de magique de pouvoir accueillir un peu tout ce parcours psychologique du personnage, tout en... Ça me tenait beaucoup à cœur que le lecteur, il n'ait pas envie de lâcher le livre et qu'il veuille tourner page après page, qu'il y ait quand même du suspense, des rebondissements, des variations de rythme aussi. On ne l'a pas encore abordé, mais je pense que dans un récit sensible comme Ne m'oublie pas, le contraste entre les émotions apporte beaucoup à la puissance qu'elles peuvent dégager. Il y a des moments qui sont très tristes, très nostalgiques, mais il y a aussi des moments beaucoup plus légers, rigolos, absurdes. Parce qu'en fait, la vie, elle est faite de ça. Elle est faite de tous ces contrastes et on peut passer du rire aux larmes, et c'est particulièrement vrai avec les maladies liées à la vieillesse, c'est qu'elles amènent aussi des situations très rocambolesques et très absurdes et très rigolotes. Et il ne faut pas passer à côté de ça. Il ne faut pas vouloir faire un récit absolument larmoyant, parce que alors là, ça devient bidon en fait. Personne n'a envie de lire ça. Et puis même des fois dans la même séquence, en fait, où on peut passer par un ensemble d'émotions. À un moment donné, on parlait de l'hôtel-restaurant, l'hôtel tantôt, donc à l'intérieur de la chambre, il y a un moment où la grand-mère doit prendre son bain. On sent beaucoup de désarroi, dans le fond, parce que c'est un moment où Clémence se questionne sur ce qu'elle a fait, se rend compte un peu du soin qu'elle doit donner, du rôle qu'elle doit prendre. Et on est dans une certaine lourdeur à ce moment-là, et là, oups, on rentre dans le bain, finalement on tombe dans le rire, au bout du compte, dans l'eau. Il y a un moment très léger que les deux vivent ensemble, qui les reconnectent au-delà du problème. Et ensuite, oups, ils se retrouvent un peu ensemble à l'intérieur du bain, nus les deux, et en même temps, à la fois, pendant qu'on vit cette émotion-là avec eux, cette suite d'émotions-là, il y a aussi la question de la nudité, du corps. De la jeune, c'est tel que tel. Je veux dire, on en voit souvent, mais les corps aînés, on en voit tellement peu. Et ces corps-là racontent une histoire, et tu prends le temps vraiment de bien placer ce corps-là respectueusement aussi dans l'histoire qu'il raconte, et que ça vient apporter un peu au moment où, après l'effervescence, elles se retrouvent un peu les deux. Elles s'observent, un moment un peu de silence aussi, mais un silence qui est plein. Si on peut dire à ce moment-là, et juste c'est quoi à peu près, c'est 10 planches maximum, et on a vécu vraiment un ensemble d'émotions extrêmement riches, et on a l'impression que tu as réussi à aller vraiment jusqu'au bout de chaque émotion à l'intérieur de ce petit moment-là de l'album, là. Je suis contente que tu dises d'être allé au bout, parce que c'est clair que ça, c'est une scène, la scène du bain dont on parle souvent, sur laquelle il fallait faire aucune concession. C'est soit on le fait à 200%, soit on le fait pas. Et ça, c'est une scène qui est venue très très tôt dans l'écriture du scénario, où je savais que je voulais en parler, que je voulais la raconter, parce que moi, la première fois que j'ai donné son bain à ma grand-mère, ça a été un choc terrible. C'est quelque chose dont on ne parle jamais, auquel on n'est pas du tout préparé en tant qu'aidant.
ce moment qui est extrêmement intime, vis-à-vis d'une génération en plus qui était en règle générale extrêmement pudique. Moi, c'était la première fois que je voyais ma grand-mère nue. Et c'était bouleversant de découvrir son corps, d'en saisir la beauté, d'en saisir tout ce que ça raconte. Et j'étais traversée de plein d'émotions contradictoires, on y revient. De cette émotion à la découvrir, de ce sentiment de gêne, c'est terriblement gênant, on ne se sent pas à sa place. En effet, les rôles s'inversent. Et en même temps, les rôles s'inversent et j'avais tellement l'impression de... J'ai tellement de gratitude pour la manière dont ma grand-mère s'est occupée de moi enfant que je me suis dit, je lui dois bien ça. Et je vais prendre soin d'elle comme elle a pris soin de moi. Et il y a quelque chose de... On donne, quoi. On rend, même, plutôt. Et donc, voilà, ça, c'était une scène, pour moi, qu'il fallait nourrir de tout ça, de toute cette gratitude, de tout ce respect, de cette pudeur aussi, même si on représente les choses telles qu'elles sont, pour ne pas faire de concessions. Et représenter le corps âgé avait beaucoup d'importance pour moi, de le représenter tel qu'il est, et de montrer à quel point il est beau. Je pense en tant qu'artiste aussi, on a une responsabilité carrément sociétale, je pèse vraiment mes mots, dans ce qu'on représente, de comment on le raconte. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'embrasser pleinement. Oui, surtout, comme tu dis, dans le fond, il y a encore quelque chose de tabou. Évidemment, le vivre, c'est une chose, mais le représenter, on dirait qu'il y a encore une gêne qui reste, qui persiste, où on dirait que c'est plus... Parce que c'est pas jugé désirable, ou je sais pas, qu'on ne souhaite plus le représenter, alors que, je veux dire, quand c'est nécessaire, mais faut se le permettre, faut pas nécessairement avoir à hésiter non plus pour le mettre de l'avant. Donc, ouais. Et c'est marrant parce que cette scène-là, quand je l'ai écrite et puis quand je l'ai dessinée, même moi, j'étais là, waouh, je sais que ça va faire tiquer les gens. Je sais que ça va les faire réagir. Parce que là, on est vraiment très, très loin de la zone de confort de tous et toutes, quoi. Et ça me plaisait. J'étais là, si je ressens à quel point ça va perturber les gens, c'est la preuve qu'il faut le faire à tout prix. Et qu'il faut rien lâcher, quoi. Et en même temps, dans le fond, de le placer intelligemment aussi à l'intérieur du récit où c'est pas gratuit. Ça a un rôle qui est clair à la fois pour une et pour l'autre, où le lecteur est amené tranquillement aussi à ça et à s'imprégner un peu de ces deux femmes-là. Et pour le lecteur aussi, ça devient peut-être un point de bascule parce que, au bout du compte, à ce moment-là du récit, qui est suivi essentiellement par l'autre moment de réalisation qui vient un peu plus tard. Donc, il y a un grand point de bascule et j'ai l'impression que la balance du récit, la suite, c'est un peu la phase 2. Dans le fond, c'est vraiment une étape charnière de l'album, de la relation, de l'ensemble, dans le fond, de la dynamique de ce récit-là, donc qui rajoute un peu à ce qui va arriver quelques pages plus tard, mais qui informe aussi ce qui va arriver quelques pages plus tard. Oui, c'est une mise à nu, au propre, au figuré, et ça va amener le personnage en particulier de Clémence à plonger plus profondément dans sa psyché. Et tout ça sur fond de rose. En fait, la salle de bain, je ne sais pas à quel point la palette est réfléchie ou instinctive, mais ce qui frappe dans l'ensemble de l'album, évidemment, c'est la douceur du trait, qui, j'imagine, force la douceur des couleurs aussi. Mais en même temps, après ça, d'amener... tu sais, la salle de bain, on aurait pu la faire froide, on aurait pu la faire grise, on aurait pu la faire orange, mais le choix d'aller vers un rose saturé crée une ambiance, un peu une chaleur, crée une ambiance qui est plus souriante, indépendamment de la dureté ou de la légèreté de ce qui se passe, donc qui réussit à soutenir peut-être un peu ce moment-là, comparativement à si on avait fait d'autres choix de palette, par exemple. Oui, la couleur, c'est quelque chose de très instinctif. Alors, ça n'a pas toujours été, et c'est marrant parce que Ne m'oublie pas m'a beaucoup appris aussi sur la mise en couleur. C'était de loin l'étape qui m'effrayait le plus parce que c'était pas ma zone de confort. J'ai fait beaucoup de recherches avant d'établir la palette. Et... du coup, c'est ça, j'ai fait plein de recherches, j'ai établi une palette qui était relativement restreinte, d'une 30aine de tons, ce qui n'est pas énorme. Et à partir de cette palette-là, alors j'ai fait tout l'album, toujours en piochant dans les mêmes couleurs. Mais pour chaque nouvelle séquence, il faut se reposer la question, tiens, quelle va être la dominante ? Et c'est là que l'instinctif intervient. C'est, ok, quelle émotion doit se dégager ? Et quelle couleur représenterait le mieux cette émotion ? Et là, voilà. Souvent, je tâtonne même pas. Souvent, ça vient du premier coup et puis voilà. C'est difficile à expliquer. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, l'exemple de la séquence du bain, visiblement, tu l'avais clairement en tête, tu savais où tu voulais aller. Donc, à un moment donné, l'instinct
prend la relève, puis ça fait tellement longtemps que tu y réfléchis, que tu sais précisément qu'est-ce que tu as besoin de faire à ce moment-là. Puis j'imagine que c'est pas une séquence qui s'est faite sur un mois non plus, ou ça a dû être assez intense, à tout le moins pour une première mise en place. Là. Oui, et il y a plein de séquences où déjà quand j'écrivais le scénario, je savais quelle couleur je voulais leur donner. Donc voilà, généralement j'ai des idées assez précises. C'est pour ça aussi que ça me plaît beaucoup de travailler seule, parce qu'il y a plein de choses que je n'explique pas, que je ne verbalise pas, que je n'écris pas, parce que c'est dans ma tête, je le sais déjà. Donc parfois même ça peut être un peu déroutant, par exemple pour mon éditeur qui doit vraiment me faire une confiance aveugle. Et à travers tout ça, dans le fond, il y a ces moments-là. Et ce qui est important de mentionner, parce que je parlais tantôt des flashbacks, j'ai l'impression qu'il y a un peu trois degrés de narration. Il y a 3 présents qui se côtoient. Dans le fond, 2 présents plus le passé. Donc, le passé qui est évidemment là, d'abord pour informer un peu de la relation. Et c'est à travers ça qu'on revient, qu'on garde en tête la relation intergénérationnelle. Puis qu'on sort parfois un peu du huis clos entre la grand-mère et sa petite-fille. Il y a le présent, donc le kidnapping et tout ce qui se vit. Et il y a l'autre présent, celui qui vient après les événements, donc dans une salle d'interrogatoire, où là, Clémence, on lui donne un certain recul par rapport à ce qu'elle a décidé de faire. C'est un coup de tête, oui, mais elle met en relief un peu ce coup de tête-là. Elle met en relief un peu les événements, ce qu'elle a fait. Donc, c'était imbriqué comment, en fait? Est-ce que vous-même, dans le fond, on rédige l'ensemble, puis après ça, on se donne le recul, on voit à quel moment on a besoin de cette mise en perspective-là? Non, je l'ai écrit dans l'ordre. J'ai écrit le scénario dans le même ordre que le lecteur lit Ne m'oublie pas, quoi. Donc, ces séquences d'interrogatoire auprès de la police, je les ai pas ajoutées par après. Elles sont vraiment venues dedans et elles jalonnent l'album. J'ai envie de dire, elles le chapitre. Elles relancent le récit à plusieurs endroits, puisqu'au fond, le seul présent, c'est celui des policiers, de l'interrogatoire. Et le récit du road trip est déjà, entre guillemets, un flashback qui est raconté par Clémence, ce qui permet de faire des ellipses, notamment de ne pas devoir suivre vraiment en temps réel leur parcours, mais de juste se concentrer sur les événements marquants qui le jalonnent. Ça évite les petites cartes et le reste. Là. Oui, exactement. Et ça, c'était un peu un truc de scénario, un truc de scénariste pour moi, m'aider à structurer le récit, puisque c'était la première fois de ma vie que j'écrivais un scénario d'une telle ampleur. Ne m'oublie pas fait 215 pages. Avant ça, mes travaux les plus ambitieux en tant qu'étudiante tournaient autour d'une 30aine de pages. Donc c'était un challenge monumental pour moi. Vraiment, ça a été un casse-tête. Je veux dire, je n'étais pas dans ma zone de confort. Et en même temps, j'y ai pris énormément de plaisir. Mais bon, tout était nouveau et tout était à apprendre. Et quand on se lance, est-ce que vous aviez aussi, est-ce que tu avais une conscience claire de où tu voulais finir ton récit, où tu voulais amener cette relation-là, la fin, je veux dire, elle était déjà clairement là au départ? Là? Oui. Quand j'ai commencé à l'écrire, je connaissais la fin. Je suis pas du genre à improviser, moi, dans la vie. C'est pour ça que j'aurais pas pu faire l'histoire de Ne m'oublie pas. Mais oui, j'avais toute l'histoire en tête et voilà, je suis très structurée aussi dans ma façon de travailler. Je commence par écrire le scénario de A à Z. Une fois qu'il est validé jusqu'à la dernière version, alors je commence le découpage, le storyboard, que je fais de A à Z. Et une fois que c'est fait, corrigé, validé, alors je commence à en créer tout de A à Z et puis je finis par la couleur. Il y a des auteurs qui n'aiment pas de se lasser d'une étape ou d'une autre et du coup, ils font presque planche par planche. Mais moi, au contraire, j'aime bien de me plonger dans un mindset. Il y a l'état d'esprit du scénario, l'état d'esprit du dessin et tout ça, c'est une façon de câbler son cerveau très différente. En ce moment, là, pour l'anecdote, je travaille à mon prochain album, je suis à la couleur, je ne pense plus qu'en couleur. Tout le monde qui m'entoure, je suis tout le temps en train de voir les gammes chromatiques. Quand j'étais au scénario, je pensais à mon scénario 24 heures sur 24. J'avais les yeux troubles, quoi. Donc voilà, ça c'est... Et c'est bien parce que ça me permet vraiment de m'immerger. Ça souligne aussi la plasticité phénoménale de notre cerveau. Ça ne cessera jamais de me fasciner. Et donc voilà, je sais pas, ça me fait me sentir vivante. Oui, puis dans le fond, comme tu dis, de canaliser un peu. Des fois, on comprend un peu le comédien, par exemple, qui n'est pas capable de sortir de son personnage parce qu'il s'est fixé un peu l'élément. Donc, on le wire d'une façon X, puis après ça, on fait le pas de côté. Et de toute façon, comme tu dis, ça passe de toute façon tout par ton canal émotif et le reste. Donc, nécessairement, il y a une cohérence qui est là parce que c'est la même sensibilité qui informe chaque segment, chaque moment. Et à travers ça, c'est de créer, dans le fond, des instances. Je pense on parle beaucoup de la scène du bain, mais il y en a comme ça aussi. Puis
qui viennent un peu ponctuer aussi le récit, des moments où, évidemment, on parle beaucoup de Clémence et de sa vulnérabilité, du processus transformateur. Il y a on pourrait parler tout autant de la grand-mère qui à un moment donné, il y a un très beau moment très touchant où elle prend conscience, dans le fond, aussi de la réalité de sa maladie, où elle réalise qu'elle oublie, où on comprend qu'elle comprend, si on peut dire, qui change un peu le regard aussi sur la notion de prendre soin, donc qui informe aussi beaucoup sur elle et qui oriente aussi beaucoup vers la finale. Donc, ça devient un peu tous des morceaux de casse-tête émotifs, mais qui viennent, dans le fond, préparer tranquillement, justement, la fin que vous voulez lui donner, ou du moins l'état d'esprit dans lequel les deux vont être au moment de la finale. Ben oui, c'est là toute la magie du scénario, c'est que il y aurait 1 milliard de façons de raconter cette histoire de Ne m'oublie pas. Et on pourrait intervertir des scènes entre elles, on pourrait en raconter d'autres pour essayer d'amener les mêmes choses. Enfin, et c'est aussi pour ça que plutôt je disais je ne serais pas capable de le réécrire de la même façon aujourd'hui. Et c'est là que c'est difficile aussi d'un moment arrêter, de se dire ok c'est bon. Il faut un peu plonger, se faire confiance et... Avec la méthode de travail que tu sembles quand même assez sécure dans chaque étape, donc j'imagine que ça facilite aussi nécessairement le plongeon. Je veux dire, le scénario, tu l'as trituré, le dessin, la mise en scène, tu l'as trituré, donc quand tu arrives à chaque étape suivante, ben, techniquement, tu t'es préparé à plonger. Ouais, et c'est aussi le fait que je sois assurée que l'étape précédente est bien terminée qui fait que je peux me consacrer pleinement à l'étape qui suit, quoi. Ouais, j'aime bien d'avoir tout sous contrôle. Et peut-être en vrai qu'en terminant, un élément aussi, je parlais de la couleur, mais je pense qu'on peut parler de la lumière aussi, dans le fond. Il y a beaucoup de jeux sur les lumières. En fait, on a vraiment des couleurs pastel douces, très légers, fins, mais des lumières qui sont franches, qui sont tranchantes aussi. Et avec beaucoup d'attention, je trouve, sur les détails, sur les petits éléments. L'exemple qui me revenait beaucoup en tête, c'était les mains qui sont très présentes. Tu commences aussi avec les pieds, qui sont donc des éléments, des choix de mise en scène au bout du compte, mais qui nous amènent vers des petits détails et vers des éléments qui ne sont pas dits, mais qui viennent simplement imprégner le regard qu'on fait sur tes personnages, sur leur évolution, sur leur progression, sur leur passé. Et juste des petits clins d'œil au bout du compte comme ça qui viennent garnir le tout sans nécessairement être mis en vedette à un moment ou à un autre. Oui, complètement. Et ça relève, à mon sens, de la narration au-delà des mots, quoi. C'est tout ce qui est raconté parce qu'il n'est pas du verbatim, quoi. Que ce soit les dialogues ou même juste l'histoire, le scénario, quoi. Mais qu'est-ce que les mains racontent, qu'est-ce que les positions des personnages racontent, qu'est-ce que leurs expressions, leurs regards viennent apporter comme information au lecteur qui ne relève pas des mots, quoi, et qui serait trahi par les mots. Les mains, ça raconte énormément de choses de nous, leur forme, leurs cicatrices, leurs gestes, et tout ça, ça donne du corps au personnage. C'est la même chose, je pense, pour les lumières, pour les couleurs. C'est que voilà, ça participe à la sensation qui va se dégager d'une séquence. Et cette sensation est partie intégrante de la narration. C'est pas de l'esthétique. Pour moi, la couleur, ce n'est pas de l'esthétique, c'est vraiment de la narration. Et d'où l'importance de travailler seul pour aller jusqu'au bout des intentions artistiques. Et ça me plaît beaucoup. Du coup, jusqu'à la toute dernière étape, les enjeux sont encore... approuvé, quoi. Et dans tout ça, il y a le choix de la scénariste, au bout du compte, de décider qu'un élément, c'est du détail et qu'un élément n'en est pas aussi. Et donc, ça permet, et je le souligne parce que j'ai l'impression qu'éventuellement, on va arriver à un point. Éventuellement, on va arriver à un point où on n'aura pas besoin de le souligner. Mais comme c'est pas nécessairement si fréquent, dans le fond, mais le fait que votre personnage central, Clémence, et les grandes brunes non-hétéros, c'est comme ça, c'est tout, ça devient un point de détail et tu as fait le choix que ça en soit un et que ça informe évidemment sur Clémence de façon générale sa couleur de cheveux ou son orientation, mais c'est pas un élément qui est important dans la caractérisation de ce personnage-là non plus. Et là, à nouveau, on en revient à ce rôle de la représentation et le rôle des artistes là-dedans. Et oui, ça c'était instinctif et important pour moi de faire de Clémence un personnage qui soit pas archétypal, mais qui corresponde à ce que, je sais pas, au monde tel que je le perçois, tel que je le vis aujourd'hui, et qu'il est important d'inclure dans la production artistique contemporaine. Parce qu'en fait, c'est la production artistique qui définit le monde de demain.
C'est un peu nos représentations culturelles collectives qui disent quelle société on est en train de construire, et elle se construit au jour le jour, et on est 8 milliards à y contribuer. Et donc moi, à mon échelle, tout ça, ce sont des choix qui sont très conscients. Et on peut découvrir évidemment l'ensemble de ces éléments-là. On comprend, on le mentionnait, que l'album a déjà eu une belle vie et sera à nouveau disponible dans les librairies québécoises au fil des impressions et réimpressions. Donc ça s'appelle Ne m'oublie pas, c'est disponible du côté du Lombard. En attendant le deuxième album, il y a toujours, j'imagine aussi, le stress du deuxième album après avoir réussi à faire mouche de cette façon-là. Et clairement, quand je regardais un peu partout, je veux dire, les critiques, le lectorat, vous avez réussi à faire quelque chose avec le premier album. J'imagine que ça ajoute un petit peu à la pression du deuxième. On dit, OK, on veut faire mouche à nouveau. Ouais, c'est clair. J'ai ressenti beaucoup de pression après Ne m'oublie pas, à vrai dire. Et même à certains moments, ça m'a un peu pétrifiée. J'ai eu des moments où j'avais très peur de décevoir. Mais au fond, avec un peu de recul, décevoir qui, décevoir quoi? Enfin, les lectrices ne m'attendent pas au tournant. La seule personne que j'ai peur de décevoir, c'est moi-même. Et ça, c'est assez terrible comme sentiment. Et il a fallu s'en détacher. Et en fait, il a fallu faire de son mieux. Ça paraît bateau, hein, mais bon, après, voilà, ça fait 3 ans et demi déjà que Ne m'oublie pas est sorti. Là, maintenant, je suis en train de terminer le prochain album qui sortira au mois de septembre. Et je peux me dire que j'en suis contente, que je suis satisfaite du résultat, que j'ai fait vraiment ce que je pouvais. Et donc, advienne que pourra maintenant. Parce que moi, j'en retire la même satisfaction que j'ai pu l'avoir pour Ne m'oublie pas. Et donc, voilà, le reste, ça dépend pas de moi, mais c'est un album que j'ai fait parce que il fallait que je le fasse à tout prix. C'est aussi quelque chose qui compte pour moi. C'est pas juste faire de la bande dessinée pour en vivre ou pour sortir des albums ou pour vendre du papier. C'est raconte-le ou crève, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti avec la prochaine histoire, et donc je l'ai raconté. Alors, en septembre, du côté européen, un peu plus tard, du côté québécois. Alors, Alix Garin, merci beaucoup. Merci à vous.